je vais maintenant vous présenter Bruno Mouliat. Donc, on va passer du monde de l'art à celui de la science. Donc, vous êtes directeur de recherche à l'INRAE, spécialiste de biomécanique des plantes à Clermont-Ferrand. Vous travaillez au sein d'un laboratoire interdisciplinaire de physique et physiologie intégrative des arbres en environnement fluctuant. Moi, je trouve que c'est scientifique et éminemment poétique. C'est le but, hein. C'est pour ça que vous êtes à Chaumont. C'est une pluridisciplinarité compatible avec le caractère artistique de Chaumont. Et vous avez dirigé ce laboratoire jusqu'en 2022. Vous avez travaillé dans l'écophysiologie, la biologie moléculaire, et vous êtes intéressé aux graminées. Oui, avant les arbres. Oui. Avant les arbres, hein, à Grignon Davis, c'est ça? Je ne dis pas de bêtises, voilà. Et à Lusignan. Et puis, donc, ça fait 20 ans que vous occupez des arbres à Clermont-Ferrand. Donc, vous allez nous parler de tout cela. Je vous laisse compléter éventuellement mon propos et notre présentation. Je pense que les arbres ont peur de Chaumont. Oui, ils ont très peur. C'est-à-dire que l'orateur précédent leur a dit qu'ils allaient mourir beaucoup. Et donc, maintenant, si vous mettez du point de vue du vitalisme de l'arbre, vous voyez, c'est un peu inquiétant quand même. Et donc, du coup, pour être art, il va falloir arbre mourir. Donc, voilà. Donc, c'est peut-être pour ça. En tout cas, pour l'instant, ils sont dans le noir. Oui, pour juste compléter un tout petit peu avant de commencer à parler vraiment des arbres, oui, une de mes particularités, c'est effectivement d'avoir une trajectoire où j'ai à la fois côtoyé les non-arbres, c'est-à-dire ce qu'on appelle les herbacées, et les arbres. Et je trouve que c'est intéressant. Souvent, on a tendance à faire des catégories. Vous parliez tout à l'heure des catégories dans l'art, et là, il y en a une très forte, très prégnante, qui veut que les arbres soient à part, soient autre chose que des plantes. Et les arbres sont des plantes, et elles sont des plantes très grandes, très pérennes, qui vont durer longtemps, mais ce sont des plantes. Et dans l'histoire de l'évolution, il y a des familles qui passent leur temps à passer d'arbres à plantes et vice-versa. Par exemple, dans la forêt guyanaise, où j'ai eu la chance de travailler, la première fois que j'y suis allé, il y a des arbres magnifiques, et quand on regarde les fleurs, c'est des violettes. Et en fait, le cousin de ces plantes-là, chez nous, c'est la violette. Et donc, en fait, entre arbre et pas arbre, il n'y a pas une dichotomie, comme on peut le penser, mais il y a quelque chose de continu dans l'évolution, et on peut passer d'une forme à l'autre. Ce ne sont pas de formes complètement différentes. Voilà, donc ça, c'était mon petit ajout sur ce que vous avez dit pour me présenter. Et oui, moi, je suis biomécanicien, c'est-à-dire que je m'intéresse au mouvement, je m'intéresse aux forces, et à la façon dont les arbres bougent et font des forces et font des efforts. Pour commencer cet échange avec vous, ce que je vous propose, alors j'espérais qu'on soit passé devant des beaux arbres, mais en fait, ici, là, il y en avait, bon, il y a quelques marronniers, mais j'ai vu peu de gens les regarder. Alors, je vous propose d'essayer de vous imaginer la dernière fois que vous avez regardé vraiment un arbre. Essayez de vous rappeler, moi aussi, je vais faire l'exercice, de la dernière fois où vous avez regardé vraiment attentivement un arbre. Si vous êtes venu ici, c'est que ça vous intéresse. Et donc, essayez de visualiser ça. Voilà, je vois des gens qui regardent en l'air, c'est bon signe. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Vous vous rappelez qu'est-ce que vous faisiez? Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que vous faisiez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut, on est en conversation, alors on va commencer la conversation tout de suite, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut rappeler ça? La dernière fois que vous avez regardé un arbre, vous vous souvenez bien de ce que vous faisiez? Pardon? Vous le regardiez, voilà, vous ne faites rien d'autre, c'est-à-dire que vous ne bougiez plus, c'était ça votre activité, hein, vous étiez dans la contemplation. D'accord. Et ma question, c'est... D'accord, il était grand devant vous, et donc vous essayez de prendre la mesure de l'ensemble. Hein. Vous preniez votre petit déjeuner. Vous analysiez la chute des feuilles. Je répète, c'est pas d'abord parce que ça montre que je suis, mais aussi c'est pour le caméraman, comme ça il a la trace de ce que vous avez dit parce que vous n'avez pas le micro. Et donc, pardon? Voilà. Vous voyez, chacun a ses petites expériences. Et donc, vous vous rappelez bien cet arbre, vous le voyez devant vous. Et ma question, c'est, qu'est-ce qu'il faisait, lui? Alors, il perdait ses feuilles. Vous avez rigolé. Et au moment où on rigole, c'est parce que cette question-là, on ne se la pose pas. C'est-à-dire, on ne se pose pas la question de qu'est-ce qu'est en train de faire l'arbre au moment où on le regarde.
On est en train, nous, de se rappeler, par exemple, s'il y avait un chien à côté ou s'il y avait quelqu'un à côté de vous, vous allez vous souvenir très bien de ce qu'il faisait. Vous allez vous souvenir aussi du comportement qu'il avait. Et vous allez peut-être même pouvoir l'interpréter, comme on parlait d'interprétation, ce comportement. Et pour autant, c'est assez rare qu'on se pose la question de qu'est-ce qu'est en train de faire l'arbre, qu'est-ce qu'il fait en face de moi. Et en fait, la raison, elle est assez forte. Hein. C'est un a priori assez grand dans notre culture, qui remonte, alors, qui est du moins en la trace avec Aristote. Vous savez peut-être que depuis Aristote, et dans notre civilisation, c'est resté très prégnant. Aristote, il distinguait les âmes. La question des âmes, c'était qu'est-ce qui mettait en mouvement, hein, ce qui donnait vie, en fait, dans un certain sens. Et donc, il distinguait 3 âmes. Il y avait l'âme nutritive ou végétative. Elle était particulière aux vies fixées, et c'était les végétaux. Et il n'avait que ce niveau-là. Donc, ça veut dire que les végétaux, si je vous continue à vous interroger, si vous avez poussé un petit peu dans vos retranchements, vous auriez peut-être mobilisé des choses que vous aviez appris à l'école, et vous m'aurez dit, mais cet arbre, il photosynthétise. Ça, c'est magnifique, la photosynthèse, ou il perd ses feuilles, ou il transpire. Et c'est ça que vous auriez mobilisé. Et c'est des processus physiologiques végétatifs, et c'était la particularité des arbres et des plantes pour Aristote. Au-dessus, il mettait les animaux. Et les animaux, quand vous cherchez à définir qu'est-ce qui fait la différence pour vous entre un végétal et un animal, eh bien, il disait, les animaux sont sensibles. C'est-à-dire que si je les touche, il fait quelque chose. Hein, mon chien, je le touche, il réagit. Et ils sont moteurs, c'est-à-dire que dès que je vais le toucher, il va faire quelque chose. Par exemple, il apprécie mes caresses, il vient. Ça, c'est un animal. Alors, ce n'est pas tout à fait tous les animaux. Hein, si on va un peu plus exigeant, on s'apercevra que ça ne marche pas parfaitement, mais c'était ça l'idée. Et donc, s'ajoutait la locomotion, la sensibilité et la motricité. Et puis, au-dessus, 3e couche, hein, tout le reste étant dedans, il y avait pour les humains, et uniquement pour les humains, chez Aristote, un aspect intellectuel ou réflexif qui venait se rajouter là-dessus. Voilà. Et donc on avait cette hiérarchie en fait, des êtres qui est très forte et qui va être passée au travers de toute notre culture en fait. Et on le voit encore, par exemple, dans le vocabulaire médical. Si on vous parle de vie végétative chez les humains, vous pensez au système nerveux végétatif, j'ai représenté ici, et bien en fait c'est quelque chose qui fait toute la physiologie en vous, tout ce qui n'est pas vraiment votre vie relationnelle, vous voyez, donc votre estomac, votre digestion, tout ce que vous n'êtes pas en train d'être conscient. On appelle le système nerveux végétatif ce système qui gère les organes. Et l'état de coma végétatif, c'est l'état dans lequel vous êtes comme une plante finalement, vous ne faites rien d'autre que de végéter, c'est-à-dire de vivre, de faire votre physiologie. Vous n'avez plus d'échange, vous n'avez plus de pensée, vous n'avez plus de mouvement. Et d'ailleurs, si je vous dis vous êtes comme une grosse courge, je ne suis pas en train de vous faire un vrai compliment en fait. Vous sentez bien que vous n'allez pas prendre ça, à part Loïc qui vraiment aime bien qu'on le traite de courge, mais sinon, ça va être... Et donc, vous voyez que dans notre appréhension de ce que font les arbres, ce qu'ils faisaient, eh bien, ou ce que font les plantes, il y a un très fort, a priori, interprétation culturelle, là pour le coup, qui nous amène à voir les choses différemment. Donc si on regarde un paysage avec des arbres, je pense que ce que vous allez y chercher souvent, c'est une impression de calme et de sérénité. Vous voyez que là, dans cet exemple, on voit des arbres, ils sont là depuis longtemps, ils vont rester longtemps, on l'espère. S'il y a du mouvement, c'est plutôt les animaux ou des humains qui courent là, et ils vont passer rapidement et les arbres vont rester un peu immuables. Sauf le cycle des saisons, mais qu'on associe un peu, comme vous le disiez, à autre chose qu'au fait qu'ils ne soient pas immuables, c'est qu'ils recommencent sans arrêt. Alors, nous, les gens de la biomécanique, il y a quelque chose qui a changé notre appréhension des arbres et que j'espère partager avec vous, c'est le cinéma. C'est-à-dire que tout ça, c'est une question d'échelle de temps. Vous voyez, vous courez très vite par rapport à l'arbre, vous ne voyez pas ce qu'il est en train de faire. Vous êtes passé avant qu'il ait pu changer. Et donc, en fait, on a un problème, c'est que notre système perceptif n'est pas fait pour regarder les arbres. Et donc, si on veut regarder les arbres, c'est peut-être un peu décevant pour vous, mais si on veut regarder les arbres, eh bien, il faut se déprendre ou se changer d'échelle de temps. Et il se trouve qu'il y a un outil très utile
qui est le cinéma. Et le cinéma scientifique a permis de changer. Là, j'ai accéléré par 600 fois la croissance de ce petit peuplier. Donc vous avez un jeune peuplier devant vous. Il est dans le noir, enfin dans le vert, en fait, mais il ne voit pas trop les lumières vertes, donc il ne se rend pas trop compte. Et vous voyez qu'il est en train de pousser. Donc c'est le bout d'une tige de peuplier. Il n'y a pas de vent, hein. C'est lui qui bouge comme ça. Donc vous voyez que, et je suis sûr que vous avez déjà vu plein de fois pourtant à la télé des choses comme ça, mais on l'oublie à chaque fois. C'est qu'à chaque fois qu'on le revoit, on se dit, mais mince, il bouge vraiment. Alors, voilà ce peuplier qui est en train de... Alors évidemment, j'ai accéléré le film. Alors je vais vous montrer une deuxième, je vais partager un deuxième avec vous. Et là, on va prendre le temps parce que... Alors là, c'est depuis le début, c'est une germination. Donc vous avez une germination, vous avez le temps qui s'affiche. Alors malheureusement, vous ne le voyez pas parce que c'est caché par l'écran. On ne peut pas baisser un tout petit peu. On voit le temps juste en haut. Et vous voyez, on avait mis des points sur... C'est juste pour vous faire des marques. On a mis des marques sur cette germination. Alors c'est un haricot, mais ça serait une germination d'arbre, ça serait pareil. Ouais, alors on en est à 1000 minutes. D'accord ? Et alors regardez ce qui se passe. Alors vous voyez, regardez les marques et regardez la croissance. Prenez le temps. Donc vous avez les deux feuilles, là c'est des feuilles qui sont dans la graine, ce qu'on appelle les cotylédons. Le bout de la plante est juste dessous, donc qu'on appelle l'apex. Ça pousse en dessous. Regardez les marques un petit peu ce qu'elles font. Regardez aussi ce que fait la plante. Vous voyez qu'elle se propulse vers le haut. Vous voyez que les marques bougent, c'est un peu un fleuve qui circule dans un fleuve de cellules en fait. Vous voyez qu'il rectifie sa trajectoire. Hein. Il va pas. Vous voyez qu'il fait des choses comme ça, et puis petit à petit, il continue. Voilà. Comment il fait ça ? On va me dire c'est la croissance. Tout le monde sait ça. Hein, voilà. Mais en fait, la manière dont il peut grandir comme ça, c'est qu'il a des cellules qu'il va former en tête. Et ces cellules vont grandir. Et si vous regardez les marques, non, je vais aller un peu trop loin, mais si on revient, à un moment donné, vous n'avez pas remarqué, les marques, elles se sont diluées. Au début, j'avais des traits, et à la fin, on a des points qui sont très dilués les uns par rapport aux autres. On le voit un petit peu sur le cotylédon, là, sur la feuille à gauche. Et ce qui se passe, en fait, c'est que chaque cellule, dans les cellules des arbres, dans les cellules des plantes, il y a 10 bars de pression. Je ne sais pas si vous savez ça. Donc 5 à 10 bars. Donc 5 fois, c'est 2 fois vos pneus de voiture, par exemple. Hein. Et donc, il y a énormément de pression, il y a une poche à eau, et cette pression, la plante va pouvoir l'utiliser pour se propulser vers le haut. Donc, chaque cellule va avoir comme une paroi autour de ce sac avec une chambre à eau, comme si vous voulez, comme une chambre à air, qui va mettre en pression, et ça va pousser l'arbre vers le haut. Et les uns derrière les autres, ils se poussent, chaque cellule pousse les autres, et vous avez un processus qui s'appelle un processus de réaction. C'est-à-dire que c'est une propulsion à réaction, de même manière qu'on a la réaction pour nos fusées. Vous avez ici un arbre, jeune arbre, qui se propulse vers le haut grâce à ce processus de réaction, avec ces cellules qui chacune poussent les unes sur les autres et le propulsent. Donc vous avez un moteur. Vous avez un moteur qui permet à cette plante à la fois de grandir, mais aussi de bouger. Alors ça, c'est juste un petit apex. Un petit bourgeon, celui qui est dans la graine en l'occurrence. Si vous en avez plusieurs, vous savez que chaque feuille va porter d'autres bourgeons, eh bien vous allez avoir quelque chose qui est multiplié. Vous allez avoir des trajectoires, puisque pour lier des trajectoires, vous allez en avoir dans différentes directions. Et c'est ce qui se passe en fait. Donc un arbre, c'est ces trajectoires, jusqu'à ce qu'il ne soit mort, de l'ensemble de ces bourgeons qui vont démarrer, qui vont se propulser comme je vous ai montré, et qui vont arriver, tout en bougeant sans arrêt, à se déployer dans l'espace. Et comme il y en a beaucoup, ça fait comme un feu d'artifice, ça se multiplie. Si vous regardez la photo de gauche, vous voyez qu'on voit aussi beaucoup le tronc. C'est une différence avec le feu d'artifice, parce que le feu d'artifice, c'est temporaire, vous voyez, ça va disparaître dans l'air, tandis que l'arbre, il va rester. Donc c'est un feu d'artifice, mais qui reste. Et donc, pour pouvoir tenir avec toutes ces branches qui poussent, ces bourgeons qui parcourent l'espace comme ça, eh bien, il va falloir qu'il assure un soutien. Et ça va être l'ensemble de son architecture, celle que finalement on garde quand ils sont morts. Hein. On oublie tout le reste.
et on garde que la trace de ça. Et il va le faire donc, au fur et à mesure. Et là, pour le coup, même moi, j'avoue que c'est Giuseppe Pennone qui m'a fait comprendre, enfin visualiser vraiment comment ça se passait. C'est-à-dire, je savais, mais c'est quand j'ai vu les œuvres de Pennone que j'ai dit « Ah, mais c'est vraiment ça. Là, j'ai mieux vu, en fait. » Et vous avez ici une œuvre, celle du haut, qui est très connue, qui était ce qu'il avait fait à Versailles. Et vous savez que le principe de la croissance des arbres, pour ce qui est, donc, non pas des bourgeons qui poussent, qui se propulsent vers le haut, mais de toutes les autres parties, c'est qu'il va y avoir un ajout de couches successives les unes sur les autres. Donc dans les branches, dans tout ce qui est boisé, il va y avoir ajout de couches successives. Vous savez, c'est les cernes, ces petites, ce qu'on voit quand on coupe, et on voit que chaque année, il a ajouté ça. Et ça, l'arbre, en fait, il se construit sur lui-même. Ça, c'est très original. Nous, on ne fait pas ça du tout. Nous, on échange des trucs, on garde bien. Il y a juste nos os qui font ça un petit peu. Mais l'arbre lui-même, il va physiquement, je ne parle pas d'analogie mentale, là, il va se construire objectivement sur lui-même, et l'intérieur meurt, et lui rajoute des couches successives qui vont être les seules vivantes. Donc vous avez une couche vivante à la périphérie, vous savez ça, madame, je savais que vous aviez des connaissances. Et donc c'est ce qu'a montré vraiment Pennone. On voit bien qu'il y a toute une historique. Enfin, tous les états antérieurs de l'arbre fossilisé sont à l'intérieur de lui. Et pour autant, il va continuer à croître, et c'est ce qui va lui permettre de stabiliser l'ensemble, parce que l'ensemble continue à prospecter, à pousser, et donc il faut qu'il stabilise. Donc il faut bien se porter et se tenir droit. Alors j'avais fait une référence à Christo, c'était marrant. Il avait lui aussi, il y a une histoire d'auto-emballage, quoi. Mais sauf que Christo, lui, il avait plutôt emballé la partie haute des arbres, c'est-à-dire le haut-pied. Et en fait, c'est plutôt l'âge que je voulais insister, c'est sur le fait qu'il s'auto-emballe et se construit donc sur lui-même. Et donc si vous voulez percevoir ce que c'est qu'un arbre dans son mouvement de croissance, eh bien, il faut imaginer les deux à la fois. C'est-à-dire à la fois cette propulsion des bourgeons et cet emballage, cette construction successive sur lui-même de l'arbre qui lui permet de tenir. Voilà, donc je voulais juste partager ces petits éléments. Alors évidemment, s'il y a un corps étranger, c'est l'exemple de la main qui est ici, d'ailleurs, si je me rappelle bien, Chaumont, qui a été mis par Pennone, et là, eh bien, il va aussi englober, ou ça peut être de manière moins belle, un fil électrique ou un panneau de signalisation, et vous voyez que l'arbre va aussi englober ce panneau de signalisation ou cette main, et là, on voit la trace comme ça de cette histoire. Voilà, je voulais juste partager ça avec vous, parce que, alors, peut-être que vous le saviez déjà, mais je voulais être sûr qu'on ait les mêmes bases ensemble pour ensuite parler du reste. Donc maintenant que je vous ai redit ou dit j'ai partagé comment vivent les arbres et ce qu'ils font, en particulier dans leur croissance, je voudrais revenir au mouvement. Parce que moi, ce dont je voulais vous parler, c'était du mouvement. Alors, ce que je voulais partager avec vous, c'est que si on parle de la relation entre mouvement et croissance, nous, on a un biais très fort. C'est que nous, chez nous, donc les humains, le mouvement et la croissance, c'est deux choses différentes. La croissance et le développement, c'est quelque chose de lent, de temporaire. En gros, à l'adolescence, c'est fini. Bon, après, vous avez le développement un peu dans l'autre sens. Et vous avez quelque chose qui va évoluer. Ça, c'est pas le mouvement. C'est le développement, c'est la vie, c'est le changement avec l'âge. Et puis, il y a le mouvement. Le mouvement, c'est rapide. C'est à un moment donné, c'est vos muscles qui mobilisent. On n'est pas du tout dans les mêmes échelles de temps. Vous voyez, je peux me déplacer, et ce n'est pas mon déplacement, bon, sauf des histoires de relativité, mais ce n'est pas mon déplacement qui me fait changer mon âge, c'est deux choses complètement différentes, à des échelles de temps totalement différentes. Eh bien, chez les plantes, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que chez la plante, chez l'arbre, comme chez les autres plantes, c'est la croissance qui engendre le mouvement. Vous voyez, c'est ce que je vous ai montré au début. Je vous ai montré ce peuplier qui bougeait. Je vous ai montré aussi cette germination qui avançait. Et là, vous avez quelque chose qui est que la croissance et le mouvement sont les deux phases d'une même chose. C'est-à-dire que c'est par la croissance que l'arbre bouge. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va pousser, il va se déployer, il va explorer, et il va aussi s'équilibrer. D'accord ? Alors, à ce point-là de mon exposé, vous savez, nous, on aime bien quand on voit quelque chose comme ça, on se dit, ça serait bien de perturber un peu cette espèce d'avancement
immuable. Là. Et donc, puisque je vous ai dit qu'il arrivait comme ça à gérer son mouvement et à s'équilibrer, eh ben, on va essayer de perturber cet équilibre. On va faire un déséquilibre. On va créer un déséquilibre et on va voir ce qui se passe. Donc, c'est ce qu'on fait au laboratoire. Et donc là, je vous ai pris une... Donc, ce n'est pas un arbre, ça, c'est une petite plante qui s'appelle l'arabette des dames. C'est une plante que les biologistes généticiens aiment beaucoup. Une toute petite plante qui pousse une mauvaise herbe, si vous voulez. Et donc, donc, vous voyez ce qu'elle fait. Elle était droite. Elle poussait comme je vous l'ai présenté. Et tout d'un coup, je l'incline. Donc, je lui crée un problème. Je l'ai mise horizontale. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors là, il faut que vous vous concentriez. Alors, c'est accéléré. En fait, ça prend 6-7 heures, ce que je vais vous présenter, que vous allez voir en moins d'une minute. Voilà ce qui se passe. J'espère que vous avez bien regardé le mouvement. C'est un très beau mouvement. Vous êtes d'accord avec ça? Ah, je suis content d'avoir convaincu quelqu'un. Et donc, merci madame. Et donc, vous voyez qu'il est extrêmement vivant, ce mouvement. Vous voyez qu'il a bougé, elle a oscillé un peu, je ne sais pas si vous avez vu ça à un moment, elle est venue et retrouvée, et regardez à la fin, quelle magnifique rectitude elle a retrouvée. Elle est retrouvée verticale et très alignée. Alors j'en ai une autre. C'est aussi du cinéma scientifique et c'est une archive historique que je vais vous présenter. C'est le premier film scientifique, en fait les premiers cinémas scientifiques tout court d'ailleurs, avec en même temps que Étienne Jules Marais en France sur l'homme. Donc c'est une impatience, c'est exactement la même expérience, hein. Bon, à part qu'après nous on a mesuré beaucoup plus de choses. Et regardez ce qu'elle fait. Regardez la manière dont elle bouge. Regardez aussi les feuilles. Vous avez vu, au cours du mouvement, elle a baissé ses feuilles, elle a fait ce mouvement-là, et à la fin, elle a fait ça. Moi, quand je le dis, ce film-là, je ne sais pas ce que ça vous évoque, vous, mais moi, je dis toujours « et voilà ». Vous voyez, j'ai l'impression de ça. Et on ne sait pas bien pourquoi. Pour être franc, on sait très bien comment elle fait pour se redresser et pour retrouver cette position. Vous avez vu que le mouvement est un peu plus chaloupé chez l'impatience que chez la petite arabette. Mais par contre, on ne sait pas encore comment elle coordonne ça avec ses feuilles, qu'elle arrive à faire ce mouvement. C'est systématique, hein, c'est-à-dire que quand elle est en train de bouger, elle rabat ses feuilles comme ça, et puis à la fin, quand elle a trouvé la position, hop, elle redéploie les feuilles. Et donc c'est vraiment, ça on ne sait pas bien, je ne pourrais pas vous expliquer comment elle fait, mais en tout cas, elle fait comme ça. Donc une petite arabette, tout herbacée, un impatience de Guinée, vous voyez, vous avez peut-être ça chez vous, c'est une fleur typique de jardinerie, enfin une plante typique de jardinerie, c'est un peu plus grand, et puis c'est un peu plus charpenté, on va dire. Et maintenant, je vais vous présenter un troisième cas, qui est issu de notre laboratoire. Donc c'est un jeune peuplier, c'est le même que celui que je vous ai présenté au début, vous vous rappelez, qui bougeait comme ça. Et là, je vais vous le présenter dans une situation un peu particulière, avec deux choses. La première, c'est qu'il est dans une sphère, vous voyez, qu'il pousse dans une sphère, et cette sphère, c'est une sphère de lumière, c'est-à-dire que la lumière vient de partout. Pourquoi je fais ça? C'est parce que je ne veux pas qu'il s'oriente par rapport à la lumière. Parce que quand les gens me disent mais vers quoi poussent les plantes, enfin quand je leur demande, ils me disent toujours c'est vers la lumière, ils ont besoin de la lumière, donc on revient encore dans la végété, ils ont besoin de bouffer, donc ils vont à la bouffe, c'est ça, et puis c'est tout. Donc c'est vrai, on en rediscutera tout à l'heure, mais il n'y a pas que ça. Et donc là, on a mis quelque chose où la lumière ne donne pas de direction. Quelque direction que je me tourne dans cette sphère, la lumière est la même. Donc la plante ne voit pas d'orientation. Par contre, elle récupère l'énergie dont elle a besoin. On est obligé de faire ça, parce que sur la petite arabette, mon expérience d'inclinaison, où je voulais savoir comment elle gérait ça, peut se faire dans le noir, c'est une nuit. Ça prend 6 heures, donc en fait, je le fais la nuit, comme ça elle n'a pas de lumière, et je peux voir ce qu'elle fait. Mais le peuplier, ça va lui prendre 1 mois. Et donc je ne peux pas le laisser 1 mois sans avoir de lumière et sans avoir d'énergie et de sucre. Et donc on le met dans cette sphère dans laquelle il a tout ce qu'il faut, il est extrêmement bien, même si vous veniez, vous seriez très bien vous aussi, c'est très agréable, ça fait un bain de lumière, là. Et on va regarder ce qui se passe. Alors, la partie haute, vous avez vu, elle s'est redressée très vite. C'est normal, c'est la partie où il n'y a pas de bois, c'est exactement comme sur la rabette, ça va très vite. Mais regardez la partie basse, là où il n'y a pas de feuilles, c'est là où il y a du bois. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, il est capable aussi de faire bouger son bois. J'imagine que pour vous,
s'il y a quelque chose qui ne bouge pas, c'est le bois. Vous voyez, on dit dur comme du bois, je reste de bois, et ce n'est pas du tout l'image de quelque chose qui est moteur, le bois. Et pourtant, vous voyez bien là que dans l'arbre, il n'y a pas de partie qui ne soit pas motrice. Les parties en élongation vertes, celles qui sont en croissance, ce qu'on appelle primaire, la première croissance, celle que je vous ai présentée au tout début, elles sont capables de se réorienter, mais les parties qui sont boisées aussi. Et donc il faut imaginer que toute plante est à tout endroit capable de mouvement. Donc ce n'est pas juste un petit truc du bout des feuilles, vous voyez, ou du bout des branches, c'est partout que ça bouge. Alors comment elle fait pour avoir ces mouvements? Comment fait-elle pour se courber et aller vers une direction, comme là en l'occurrence, vers le haut, disons? Vous avez une idée? Comment elle fait? La gravité. Alors la gravité, c'est un truc, en général, ça vous tire vers le bas. Ah, réagir à la gravité. Mais le mouvement, le moteur d'abord. Alors voilà, donc ça c'est pour la partie verte. La partie en croissance primaire, effectivement, je vous ai dit qu'elle était sous pression. En fait, ce qu'elle va relâcher, elle va relâcher un peu sa paroi. Elle a une paroi autour de ce ballon d'eau, de cette chambre à eau qui est dans la cellule, et donc elle relâche plus d'un côté que de l'autre, et si elle relâche plus d'un côté que de l'autre, elle peut courber, effectivement. Donc ça, c'est pour la partie qui est verte, d'accord? Et pour la partie avec du bois, est-ce que quelqu'un sait? Eh bien, les plantes, elles ont inventé quelque chose que nous, on n'a pas inventé, d'ailleurs. Elles ont inventé un bois particulier, qu'on appelle le bois de réaction, et qui est un bois qui, quand il va se former, va soit se rétracter, soit s'expandre. Ça dépend des... Les conifères, ça s'expand plutôt. Chez les feuillus, mais moi je vais parler plutôt des feuillus aujourd'hui, ça se rétracte. Et donc imaginez, je vous ai dit, le tronc rajoute des couches, s'auto-emballe. Et quand je rajoute une couche, si j'ai senti quelque chose, on verra quoi après, je rétracte un peu. Et puis, couche suivante, je rétracte un peu. Couche suivante, je rétracte encore. Couche suivante, je change de direction. Couche suivante, je change de direction. Vous avez le deuxième moteur des arbres. Toutes les parties boisées, l'ensemble est capable, sans arrêt comme ça, de mouvement dans toutes les directions. Il n'y a pas d'endroit statique dans un arbre. Il n'y a pas d'endroit qui ne bouge pas. Alors, pendant longtemps, on s'est pris la tête, on a dit, mais comment on pourrait visualiser ce truc-là? Faire un truc qu'on montre aux gens et qui disent, ah ben oui, ça c'est clair. Alors on a eu l'idée de cette petite expérience là. Alors je ne sais pas si on voit pas très bien, hein, parce que c'est un peu... peut-être on pourrait éteindre une des... Donc vous avez un peuplier, un peu plus âgé, hein, il a 2 ans là, et on l'a fait pousser, accroché à un tuteur. Donc il est sans arrêt accroché. D'accord? Donc lui, on l'a incliné, donc si vous avez vu ce que je vous présentais tout à l'heure. Et donc là, vous avez la scène, c'est un peuplier qui a été incliné et qu'on a attaché à un piquet très rigide, et on le tient sans arrêt. Vous voyez? Et lui, il sent qu'il est incliné, il va réagir avec ses moteurs, mais nous, on le tient. Et là, c'est à la fin de l'expérience, et mon collègue, ce qu'il va faire, c'est qu'il va couper le dernier lien qui le tient. D'accord? Voilà, le bruit est tout à fait bon. Et donc vous avez vu que ce qui s'est passé, c'est que l'arbre est parti d'un seul coup. Pourquoi? En fait, il faisait ses forces pour y aller, quoi. Et voilà, depuis un bon moment, on l'a incliné et on le tient. Et il met ses couches successives, et il tire d'un côté, mais il est toujours tenu. Et quand vous lâchez, ploum, ça part. Ça crée des contraintes en fait à l'intérieur qui lui permettent. Et donc nous, comme on l'a bloqué, on a quelque chose qui se libère un moment. C'est connu des forestiers, en fait, des bûcherons. Hein. Il y a des arbres qu'on appelle nerveux. Et quand on les coupe, en fait, ils ont tendance à, des fois, exploser. Hein, certains des pires explosent, justement sous l'effet de tous ces efforts accumulés qu'ils ont eus pour pouvoir bouger. Donc les arbres, ça bouge tout le temps, partout, activement. Simplement, ce n'est pas à notre échelle de temps. Maintenant, comment il sait qu'il faut aller vers le haut? Moi, je l'ai mis dans une sphère, là, il y a de la lumière partout. Pourquoi il va vers le haut? Comment il sait? Vous avez fait l'agro, alors vous en savez trop.
Donc, Loïc avait proposé la gravité. Est-ce qu'il y a d'autres Le champ magnétique, c'est pas mal, oui. Pourquoi pas le champ magnétique, c'est une bonne idée. Alors, voilà comment on fait. Non, mais c'est une bonne idée quand même. Voilà comment on fait. Je vais vous présenter comment on fait en fait. Donc, on coupe la plante, on prend un petit bout qu'on met dans le longitudinal et on le met dans un milieu de culture. Donc, en fait, il est vivant. Et on peut zoomer sur les cellules. Et donc, on peut regarder les cellules. Et effectivement, il y avait des petits grains. Vous les verrez après. Et maintenant, je la remets dans sa position. Donc, la plante, elle était comme ça. La plante, ça, c'est la tige avec ses cellules. Et là, on va l'incliner. Vous avez vu ? Et là, vous voulez voir ce qui se passe dans ces cellules-là. Vous avez vu les petits grains ? C'est une avalanche dans ces cellules spécialisées qui leur permettent, qui vont vers le bas. Et cette avalanche, elle est très subtile, on en a fait toute l'analyse, c'est une avalanche d'abord toute bête, gravitaire, sous la gravité. Ensuite, il y a des petits mouvements d'agitation du sable, enfin de cet ensemble de grains, pour arriver à ce que ça devienne bien horizontal. Et ensuite, la plante, elle peut compter le nombre de contacts sur la partie du bas de la cellule, le nombre de contacts de l'autre côté, et si vous faites le ratio entre les deux, ça vous donne la pente. Si vous vous rappelez de comment on mesure la pente quand vous avez appris ça à l'école. Et donc, la plante, on l'a mesurée, mesure son angle au degré près. Au degré près. Alors nous, on a des capteurs comme ça, vous savez ça ? On a des capteurs qui nous permettent de percevoir l'orientation par rapport au champ gravitaire, puisque c'est ça qu'il s'agit. C'est dans nos oreilles internes. Il ne faut pas que je touche trop mon micro. Ils sont ici, là. Ils sont assez gros. Ils peuvent être assez facilement perturbés par les mouvements. Des fois, ça nous donne le mal de mer. Et on n'en a que 2. Les plantes, elles l'ont miniaturisé. Ce capteur, elles en ont fait une taille cellulaire. Nous, c'est énorme, en fait. C'est un gros machin. Et du coup, elles en ont mis partout. Donc, dans les plantes, il y a des capteurs de perception de l'inclinaison tout au long du corps. Partout. Donc, la plante, elle sent, à chaque endroit, s'il est plus ou moins incliné, et elle sait ça. Donc ici, en général, on se dit, ben voilà, il nous a dit pourquoi la plante s'inclinait, comment elle savait où elle voulait aller, ben elle perçoit ça, et donc elle va se réorienter, et elle va aller vers le haut, vers l'opposé de la gravité, en fait, grâce à cette perception. Et si elle en a partout, ben c'est facile, hein, elle rajuste jusqu'à arriver à la verticale. Et bien cette intuition, elle est partiellement fausse. C'est vrai que ça marche, mais on a fait un modèle mathématique avec des collègues, et on a fait ça, c'est-à-dire qu'on a dit cette plante va se courber, donc cette plante virtuelle, va se courber à chaque fois qu'elle sent qu'elle est inclinée par rapport à la verticale, à proportion de cette inclinaison. Plus elle est inclinée, plus elle se courbe vite. Et vous voyez ce qui se passe, c'est que, au début ça marche très bien, hein, mais ensuite, elle oscille sans arrêt. Et vous savez pourquoi elle oscille ? C'est parce qu'il y a toujours un endroit qui est incliné. Et celui qui est incliné, ben, il courbe, mais il envoie tous les autres dans les choux, parce que le reste qui était un peu plus haut, il avait réussi à se mettre à droit, mais hop, il se retrouve envoyé à distance, et du coup, ça ne marche pas. Donc, il contrecarre en envoyant les autres dans le chou, et tout le monde s'envoie dans les choux sans arrêt, et finalement, on ne converge jamais. On a montré mathématiquement que c'était impossible. Donc, ce qu'on avait même ce que vous avez appris à l'agro, dans les textes, dans les bouquins dans les livres de cours, c'était effectivement que ça suffisait. Et la réalité, ce qu'on a découvert, c'est que ça ne suffit pas, en fait. Et pour vous montrer ce qu'il y a en plus, je vais vous montrer une autre expérience qu'on mène au laboratoire qui va vous montrer un autre sens des plantes, en plus de cette perception par rapport à l'orientation, par rapport à la gravité. Alors, le dispositif est un peu subtil, mais je vais vous expliquer comment ça marche. Vous avez une petite chambre de culture, ici, on avait 2, en fait, qui sont dans le noir, parce que là, c'est des plantes assez rapides, je vous montrerai après dans les sphères de lumière. Et voilà comment ça marche. On fait tourner le système de culture doucement autour de l'axe horizontal. Vous voyez ? Et donc ça tourne doucement et on prend des photos au fur et à mesure, dans le noir ou dans le vert, puisqu'elle ne voit pas le vert. Alors pourquoi on fait ça ? On fait ça parce que vous vous rappelez des petites cellules sabliers avec les grains qui tombaient vers le bas ? Eh bien, si je les mets en mouvement, si je les fais tourner doucement, eh bien voilà ce qui se passe. Alors ça, c'est une modélisation, hein. Mais vous allez remettre les grains en suspension. Vous savez, c'est comme les petites boules de neige, là, enfin, les trucs un peu kitsch là, qu'on vend avec la Tour Eiffel ou Chaumont, peut-être. Non, vous n'avez pas ça, quand même. Vous avez ça ? Ah bon, voilà. Donc vous pourrez acheter pour Chaumont, si vous voulez. Et donc vous secouez un petit peu, et du coup, toutes les petites particules restent en suspension pendant un certain temps. Et si vous secouez sans arrêt, si vous tournez sans arrêt, vous allez mettre en suspension ces particules.
Donc vous mettez les petits grains en suspension. Et si vous mettez en suspension les grains, vous suspendez aussi sa perception de l'inclinaison par rapport à la gravité. Donc vous la mettez, non pas en pesanteur, il y a toujours la pesanteur, mais vous l'empêchez de sentir la gravité, son orientation. Vous suspendez ce sens, c'est une privation sensorielle. Et donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien vous avez dessous deux petites arabettes, celles que je vous ai montées au tout début, on les a inclinées, on les a laissées faire tranquillement, vous vous rappelez, elles ont fait ce joli mouvement, et elles se sont réorientées vers la verticale, et à ce moment-là, maintenant, on met en rotation le système, donc on va avoir cette rotation lente, on suspend sa capacité de savoir où est la verticale, et on va voir ce qu'elle fait. Alors, rappelez-vous, elle tourne sans arrêt. Nous, on va prendre des photos qu'on tourne avec, en fait, on va prendre toujours les photos, donc vous n'allez pas voir la rotation dans l'autre sens, mais elle est tout le temps en train de tourner. Voilà ce qu'elles font. Je vais vous représenter la même chose avec le peuplier dans les sphères. Donc j'ai mis à tourner aussi. Voilà ce qu'il fait. Ça, c'est la partie boisée. Il se réaligne sur lui-même. Il ne va pas vers le bas, hein. Ça tourne sans arrêt. Donc le bas change sans arrêt. Dans ce que vous voyez, il a changé 10 fois, 20 fois. Mais il se réaligne sur lui-même. Il se tient droit. Et donc ça a démontré un sens que vous avez, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle la proprioception, c'est-à-dire la capacité de percevoir la configuration de votre corps. Ici, on n'apprend pas que sur les arbres, on apprend aussi sur soi-même, si vous ne le saviez pas. Alors, il y a une danseuse dans la salle, Pascal, qui connaît très bien ça, les danseurs connaissent beaucoup la proprioception. Et donc, c'est la capacité que j'ai, moi, depuis le début, là, vous avez remarqué, j'essaie de quand même donner bonne figure et je m'essaye de me tenir droit devant vous. Et donc, je me tiens bien droit grâce à ce sens-là. Je passe pas mon temps à y réfléchir, hein, mais je me tiens droit. Et donc, les plantes ont ce sens qu'on n'imaginait pas, c'est-à-dire qu'elles ont à la fois la capacité de s'orienter par rapport à la lumière, bien sûr, par rapport à la gravité, mais aussi de sentir la forme de leur propre corps et de l'utiliser pour rester bien droit. Et donc le tronc que je vous disais au départ, quand l'arbre bouge dans tous les sens, qui arrive finalement à être droit, c'est grâce en particulier à ce sens-là, de la proprioception. Alors vous voyez dans ce petit exemple, en bas, là, j'ai mis une coupe. Ça, c'est une coupe du bois. Alors ici, là. Et vous voyez ici deux zones noires, plus noires. Donc ça, c'est le cerne de l'année. Hein. Et donc ça, c'est le bois de réaction quand il voulait aller vers le haut. Au début, je ne vous ai pas présenté, il s'est courbé vers le haut. Il a mis du bois de réaction. Et ensuite, je lui ai fait oublier où était l'orientation de la verticale. Et là, ce qui a dominé, c'est la volonté, entre guillemets, d'être droit. Et donc, il s'est rectifié. Et en fait, les plantes combinent ces sensations sans arrêt pour pouvoir avoir leur forme. Et ça, on l'a démontré aussi mathématiquement, on l'a montré aussi expérimentalement. Hein. Et vous voyez que si je rajoute ce sens de la proprioception, la perception de la courbure, il y a la perception de l'angle A et la courbure C, vous avez quelque chose qui va réussir à s'aligner et à converger vers une forme. Et donc pour pouvoir aller vers le vertical ou pour pouvoir aller vers la lumière, il faut non seulement qu'elles sentent la lumière ou la gravité, ou l'orientation de la gravité, mais aussi leur forme propre. Et donc les plantes sentent cette forme propre. Et si on prend le microscope comme tout à l'heure et qu'on zoome, on va trouver des cellules qui sont impliquées là-dedans. Et ces cellules, là vous en voyez une, elles ont à l'intérieur un très grand câble moléculaire qui sont de l'actine-myosine, c'est la même chose qu'il y a dans nos muscles, et qui leur permettent de sentir la tension, la déformation de la cellule. Et donc en fait, c'est exactement notre système proprioceptif, il est fait comme ça aussi. On a dans nos muscles des systèmes qui permettent de sentir de combien s'étend chacun de nos muscles. Et donc les plantes, elles ont aussi une capacité, et c'est marrant, elles ont réutilisé à peu près le même système pour y arriver. Donc évidemment, par rapport à nos catégories tout à l'heure, ça ne marche plus, quoi. Parce qu'on a dit avant, les plantes, ça végète, quoi, ça nutritif, ça fait de la photosynthèse, des trucs magnifiques. Et puis le mouvement actif, la sensibilité, c'est le propre des animaux. Eh bien là, ce n'est pas le cas. Vous ne pouvez plus utiliser cette chose-là. C'est une question d'échelle de temps. Vous n'avez pas l'impression parce qu'ils ne bougent pas assez vite pour vous, mais en fait, les plantes n'arrêtent pas de bouger. Alors ça perturbe beaucoup, quand on a fait cette découverte-là de la proprioception, ça a perturbé beaucoup la grande presse, donc on a eu un écho dans la grande presse, et donc je voulais vous montrer à quel point ça nous perturbe.
Donc j'ai pris un ensemble de titres. Alors, je n'ai pas pris volontairement pour la science, pour éviter. Donc nous, on avait fait une communication, quand on a eu, ça a été publié dans une grande revue scientifique, là, avec la couverture, on a dit les végétaux ont le sens de la rectitude. Alors, le Figaro, il a repris, il a dit, pourquoi les plantes poussent-elles droit? Bon, ça va. Une sorte de sixième sens, c'est vrai, on appelle le sixième sens la proprioception. La Croix, ils disent, les végétaux ont le sens de leur forme et de leur posture, c'est exactement ça, ils sont capables de gérer leur posture de la même manière que moi je gère leur posture. Ça va encore. Le Monde, plus subtilement, il dit, les plantes ont un penchant pour la droiture. C'est joli. Science et avenir, les plantes ont conscience de filer droit. Donc vous voyez qu'on est passé de la perception du corps à la conscience. Et alors, Science et Vie est allé un peu plus loin en disant qu'elles sont intelligentes. Et j'ai gardé le dernier pour la fin, c'est Charlie Hebdo qui avait fait La conscience de choix, c'est la tulipe, avec un dessin de Riss qui mélange un peu Pascal et Descartes. Vous avez un roseau qui dit « je penche, donc je suis ». Ce que ça traduit à côté du côté marrant de voir comment se font les titres de presse et comment ils présentent les choses aux gens et leur donnent envie de le voir, c'est vous voyez qu'on a un problème, c'est que dès qu'on est perturbé dans notre catégorie qui est que les animaux, ça bouge et ça court et ça sent, etc., et que le reste, ça ne bouge pas et ça ne sent pas, si on change cette catégorie, on ne sait plus très bien où s'arrêter. Avant, on avait des catégories. Là, tout d'un coup, les plantes, on ne sait plus très bien ce qu'il faut leur prêter ou pas. Et donc, on est un peu en difficulté. Alors, jusqu'à maintenant, je vous ai présenté, et je voudrais finir là-dessus, sur le quart d'heure qui me reste, je vous ai présenté des sens que chez nous, on appelle interoceptifs, c'est-à-dire qu'on perçoit, en gros, notre état interne. En fait, c'est un peu plus compliqué parce qu'on perçoit aussi la gravité. Mais en gros, on n'est pas dans la vie de relation. On ne regarde pas le monsieur qui est en train d'écrire ou qui s'est arrêté d'écrire. Il s'est dit, moi, il y en a marre, là. Ou on n'est pas en train d'échanger. Donc maintenant, je voudrais faire la dernière partie sur les autres sens chez les plantes. Alors, là, j'ai cherché dans la peinture, on trouve souvent des choses qui présentent les 5 sens. Donc là, c'est les sens qu'on appelle extéroceptifs, c'est-à-dire ceux qui vous permettent d'avoir une vie de relation ou de percevoir votre environnement extérieur. Donc là, vous avez une illustration. J'ai mis, moi, des plantes en haut et à droite et à gauche. Vous voyez bien que le peintre ne les a pas figurées. Il y a une rose, mais elle n'est pas là du tout pour se demander ce qu'elle sent. Hein. Elle est là pour savoir qu'elle fait sentir quelque chose à la personne, et donc c'est l'odorat. Donc, on va balayer ça chez les plantes. Est-ce qu'on peut retrouver des équivalents de ces 5 sens? Alors d'abord, je voudrais vous partager un problème qu'on a, c'est que chez nous, c'est assez évident de voir les sens, en fait, parce qu'on a des organes spécifiques des sens. Donc si vous voulez savoir la vision, vous regardez les yeux. Il y en a 2, c'est tout, c'est facile. S'il n'y en a plus, on n'a plus de vision. Si vous voulez regarder l'ouïe, vous avez les oreilles. Donc vous avez une identification immédiate de par où passer. C'est facile en fait. Il ne faut pas faire beaucoup de science pour trouver où sont les endroits où on sent, où on voit, où on entend. Les plantes, elles n'ont pas ça. Donc il n'y a pas d'organes visibles. Et d'ailleurs, quand on fait des dessins avec des arbres, qu'on leur met des yeux, etc., on est en train de vraiment anthropomorphiser de manière erronée, enfin trompeuse, parce qu'en fait, elles n'ont pas d'organes de sens. Elles vont avoir des sens qui sont distribués. Alors nous, on a un exemple de ce sens-là, c'est le toucher. Alors pas le toucher actif, pas celui que je fais avec les mains, mais le toucher qu'on appelle passif, c'est-à-dire celui que je sens qu'on me touche. Je peux sentir le toucher sur tout mon corps. Vous êtes d'accord avec ça? Je sens une caresse ou je sens un coup. Eh bien, les plantes, elles vont avoir cette modalité pour tous leurs sens. Elles vont voir sur tout leur corps. Et donc, on va partager ça avec vous. Alors d'abord, la perception, alors qu'on pourrait dire la vision, ou la perception, on dit photosensibilité, photoperception. Voilà comment nous, à gauche, on voit un arbre. Comment on le voit? Parce qu'on a des pigments dans notre œil qui sont sensibles à la lumière réfléchie et qui vont réagir et envoyer une information à notre cerveau. Et voilà l'arbre comme on voit. Les plantes, elles voient aussi les autres arbres, elles voient aussi même les autres branches de la même plante, mais elles ont aussi des pigments. Ils sont finalement assez proches, mais ils en ont un que nous, on n'a pas, et qui est magnifique, qui leur permet de voir les arbres sur la lumière réfléchie, qui est plus forte que la lumière verte, qui est réfléchie, que c'est pour ça qu'on voit, nous, les plantes vertes, qui est dans le rouge sombre. Et donc ce rouge, nous, on ne le voit pratiquement pas, et elles vont voir le rouge sombre,
qui leur dit s'il y en a, comme c'est très réfléchi, ça veut dire que c'est une plante, et elles vont comparer ça avec le rouge clair que la plante absorbe complètement. Le ratio entre les deux, ça vous dit si c'est chlorophyllien ou pas. Donc elles vont avoir quelque chose qui va leur permettre de savoir à tout endroit, alors imaginez projeter sur tout leur corps, à tous les endroits verts, pas sur l'écorce, mais tous les endroits verts, elles vont avoir quelque chose qui leur dit, qui leur sent s'il y a une plante à côté. Ces plantes-là, là, elles savent, en tout cas elles sentent très bien qu'à côté il y a une plante, ici il y en a, et moi je ne suis pas une plante. D'accord ? Alors, c'est marrant ce côté de rouge sombre, parce que quand j'étais jeune, je lisais Boris Vian, je ne sais pas si vous avez... Il y avait un truc qui s'appelait L'herbe rouge, et j'ai toujours pensé que c'était une licence poétique, on va dire. Et en fait, non, c'est comme ça que voient les plantes. En fait, les plantes voient le paysage en rouge foncé. Donc ça, c'est le premier type de capteur qu'elles ont. Le deuxième capteur qu'elles ont, c'est un capteur dans le bleu, qui est partagé avec les animaux, et qui leur permet de savoir où sont les trous et ciel bleu, s'il y a beaucoup de lumière qui arrive par là, et de s'orienter vers cette lumière. Donc elles peuvent viser vers les trous et le ciel bleu. Et donc c'est en combinant ces deux informations qu'elles vont avoir une information sur les plantes voisines ou les branches voisines et aussi l'accès à la lumière qu'elles ont. Le deuxième sens sur lequel nous on a beaucoup travaillé, c'est le sens du toucher. Alors vous connaissez probablement la sensitive. Alors pourquoi on connaît la sensitive ? Parce que quand on la touche, vous la connaissez, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se rétracte. Clac. Et alors on dit, ah là là, celle-là, elle est sensible, hein. On va l'appeler sensitive, parce que c'est bizarre, les plantes, c'est pas sensible, non, vous vous rappelez au début, les plantes, c'est pas sensible, etc. Non, en réalité, la sensitive n'est pas particulièrement sensible, elle est rapide. Et donc vous la voyez. Mais toutes les plantes ont le sens du toucher, et toutes les plantes vont réagir, mais elles ne vont pas faire un mouvement rapide, elles vont faire un mouvement de croissance lent que vous ne voyez pas. Mais toutes les plantes réagissent. Et donc là, vous avez une illustration à droite, vous avez dans le laboratoire des jeunes prunus. À gauche, on les a fléchis une fois par heure. À droite, on ne les a pas fléchis. Donc on les a juste venus caresser comme ça, vous voyez ? Et vous voyez la différence. C'est très important pour les plantes. Ça leur permet de sentir le vent en particulier. Et le vent, vous avez en bas, la ligne de bas, je ne peux pas trop montrer, hein, j'aimerais bien montrer quand même. Voilà, ici. Une expérience qu'on avait faite, c'est de la luzerne, donc ce n'est pas des arbres, mais ce sont des petites dicotylédones. Et vous voyez dans ce champ-là, il y a une partie dans laquelle on a empêché les plantes de bouger. On les a fait pousser à travers un grillage, et ça a limité l'amplitude des mouvements au vent. Et ce qu'on a fait, c'est que le cadre avec le grillage, on l'a mis au sol, les plantes ont poussé au travers, et une fois que la partie verte est passée, on a monté le grillage en même temps que les plantes. Et donc l'amplitude des mouvements ne dépendait plus de la hauteur de la plante au vent. Et vous voyez ce qui se passe ? C'est que la plante qui ne bouge moins, elle pousse beaucoup plus. Donc elle a senti qu'elle n'était pas en danger par le vent, qu'elle n'était pas mise en difficulté, qu'elle ne bougeait pas beaucoup, et donc elle pousse en hauteur. On peut arriver à faire des... Là, elles étaient 50% plus hautes, on peut les amener à 2 fois plus hautes. Parce qu'en fait, la plante sent sans arrêt si le vent la déforme, et c'est une forme de toucher, en fait, qui, comme vous sentez le vent, vous sentez, elles sentent aussi ça. Alors c'est très important pour toutes les plantes. On l'a montré à Nancy, à côté de chez Francis, avec des arbres, qu'on a empêché aussi de bouger comme ça dans le tronc, on les a juste aubanés, et on a pu montrer que ça pouvait changer par 2, voire 4, la production de bois. Et oui, parce qu'un arbre, quand il est exposé au vent, s'il ne fait pas assez de bois, ça ne va pas bien se passer pour lui. Il risque d'être cassé. Et donc l'évolution a sélectionné une capacité extrêmement sensible chez les arbres de réagir et de produire du bois en fonction de s'ils sont ou non exposés au vent. On avait un petit, avec Myriam Fournier, une collègue de Nancy, on avait un petit gimmick là, pour faire penser ça, on disait « peu de vent, peu de bois ». Voilà, c'était un slogan. Ces deux sens-là, donc le fait de voir les voisines, le fait de sentir si on est plus exposé au vent, sont très importants chez les arbres. On a montré qu'ils expliquent comment... Vous avez remarqué, les arbres isolés, ils ont toujours une couronne, s'ils sont en forme, s'ils ne sont pas très subplaquants, ils ont une couronne très lisse. On peut définir la forme. Et on peut même dire, oh ben ça c'est un tilleul, ça c'est rien que sur la forme. Et comment ça se fait que c'est si lisse ? Comment ça se fait que tous les bourgeons qui poussent, ils se coordonnent pour ne pas dépasser les autres ? C'est pas évident, si on y réfléchit bien. Eh bien, on a montré qu'il y a deux choses qu'elles font, c'est-à-dire qu'elles regardent, elles perçoivent les voisines, et donc elles voient si elles sont en dehors du groupe,
et donc dans ces cas-là, elles vont voir beaucoup plus de bleu et beaucoup moins de rouge sombre, ou si elles sont au milieu. Et donc si vous décalez ou si vous empêchez certaines plantes de pousser et d'autres, vous allez voir que celles qui sont en avance, elles ralentissent, celles qui sont en retard vont accélérer, et finalement, on va arriver à faire quelque chose qui est lisse. C'est un peu le même mécanisme qu'il y a dans les bancs de poissons. C'est pour ça que j'ai mis un banc de poissons dessous. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, un arbre, le houppier, cette forme de la couronne si belle, c'est un peu comme un banc de branches. Elles se regardent les unes les autres, elles vont se coordonner, et s'il y en a une qui sort trop, il y a une deuxième chose qui se passe, c'est qu'elle va beaucoup plus prendre le vent, et comme elle prend plus le vent, elle ralentit. Et donc la combinaison de voir ce qu'il y a parmi les voisines, et d'autre part, de sentir si on a le nez au vent ou pas, fait que les arbres ont cette forme ronde. C'est presque comme quelque chose qui les rappelle à leur forme, en tout cas, leur permet de se coordonner. Le toucher, ça sert à autre chose, qui est un gros problème chez les arbres, c'est les herbivores qui les mangent. Et donc, les arbres vont être capables de sentir qu'il y a une chenille qui les dévore ou un herbivore plus grand qui les mange. Alors, elles vont sentir le fait que les cellules sont déformées d'abord, et ensuite éventuellement aussi cassées. Et donc ça pose la question en particulier donc, d'un sens particulier, qui est non seulement la capacité de sentir le toucher, que je suis attaqué, mais en plus, derrière, je suis détruit. Ce qu'on appelle la nociception chez nous, vous savez, le sens de la capacité. Et donc cette question-là est encore très prégnante actuellement. Il y a beaucoup de discussions là-dessus, et on en discutera tout à l'heure. Je ne veux pas prendre trop de temps, je voudrais finir mon exposé. Est-ce qu'il y a de la douleur, par exemple, chez les plantes? On pourra en discuter. L'autre sens que je voulais illustrer, sur lequel il y a énormément de travaux actuellement, c'est l'odorat. L'odorat chez nous, c'est la capacité de sentir. Évidemment, vous savez, les plantes, ça sent, parce que justement, c'est pour ça qu'on donne des roses, n'est-ce pas? Qu'on offre des roses. Mais on n'avait jamais pensé que on pensait que c'était pour nous, quoi. C'était sympa, elle avait fait des roses qui sentaient bon. Mais en fait, si on n'est pas candide, on sait que en fait, c'est pas ça qui a mobilisé l'odeur des plantes. Et donc, ces plantes utilisent énormément d'odeurs qui sont émises et qui sont perçues par d'autres plantes. Un exemple, le foin coupé. L'odeur de foin coupé, vous la reconnaissez entre mille. Quand on coupe quelque chose, vous sentez ça. Et les plantes aussi peuvent sentir ça comme un message d'alarme. C'est-à-dire qu'elles vont sentir si d'autres plantes ont été coupées. Elles vont sentir, par exemple, s'il y a une chenille qui est en train de ou des vaches qui sont en train de manger plus loin, et qui donc, ça va alerter la plante et lui permettre de réagir. Alors d'abord, au sein de la plante, peut-être entre plantes, c'est un peu plus discuté, entre plantes, mais je vais passer le goût, parce que les plantes aussi, goût exquis, mais c'est dans les racines, et comme c'est Francis qui va parler des racines, je vous laisse, donc demain, vous en prendrez beaucoup sur les goûts des plantes et sur d'autres choses. Et je passe sur un dernier sens, sur lequel vous allez avoir un numéro spécial, un grand article. Un grand article pour la science, auquel j'ai eu la chance de participer. Donc on s'est aperçu que les plantes étaient extrêmement sensibles au son. Et donc, elles sont capables de distinguer, par exemple, les bruits du vent dans les branches, du bruit d'une larve d'insecte, je vais y arriver, chenille, par exemple, qui n'est pas pareil que... Et elles vont distinguer ça et faire des réactions spécifiques à ces différents sons. C'est-à-dire que si on leur passe juste ce son, elles vont réagir alors même qu'elles n'ont pas été mangées par la chenille ou pas secouées par le vent. Je reviens à ma question du départ. Qu'est-ce que faisait l'arbre quand vous le regardiez? Alors maintenant, vous avez compris qu'il passait son temps à pousser, à regarder son environnement, à percevoir son environnement, à se déployer, à s'équilibrer, à danser, comme un mouvement. Vous avez compris aussi que... Alors la question, des fois, les gens me posent, mais est-ce qu'il m'a perçu moi? Moi, j'étais en face de le regarder, moi je le regardais, je le trouvais beau cet arbre. Mais lui, il a fait quoi? Alors, si vous avez resté loin, si vous n'êtes pas en bleu ou en rouge sombre, et si vous n'avez pas touché ou crié, probablement qu'il ne s'en est même pas aperçu. Il vous néglige. Vous savez? C'est un peu choquant, souvent pour les gens, ils se disent « mais c'est incroyable, ces arbres me négligent ». C'est un peu comme les dieux d'Épicure, vous savez, ils sont là, mais ils sont lointains, ils ne s'occupent pas tellement de nous. Si vous avez secoué, il vous a senti, probablement il vous a pris pour une vache.
Si vous avez pas... Et je voudrais finir sur un dernier élément qui, à mon avis, va un pas plus loin. Donc c'est une très jolie expérience qui a été faite par des collègues néerlandais. Ils ont fait pousser des plantes côte à côte. Donc ce n'est pas des arbres, mais ça marche aussi avec les arbres. C'est des petites arabettes. Et les arabettes, c'est quelque chose qui est en rosette, donc ça pousse horizontalement, et les plantes côte à côte, elles vont pousser les unes près des autres, et tout d'un coup, elles vont se toucher. Et vous vous rappelez que quand elles se touchent, elles sentent. Et la réaction, vous l'avez là. Quand elles se touchent, elles se redressent face à face, comme deux cobras là. Et là, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, en se redressant, elles se montrent plus. C'est-à-dire que là, vous vous rappelez qu'elle voit le rouge sombre qui réfléchit. Et donc, elle va voir beaucoup mieux. Alors que quand elles étaient comme ça, elles ne se voyaient pas. Vous voyez que vous êtes sur le dos, je ne vous vois plus. Mais si je me redresse, je vous vois. Et donc, c'est un geste. C'est-à-dire qu'elle montre, voilà, je suis là. Vous avez c'est pour ça que je dis carton rouge, pour imager ça. Donc, elles montrent qu'elles sont là. Alors, chez les arbres, il y a énormément de questions. Ça, c'est une photo très belle qui est juste à côté de chez nous, là, dans les Puy-de-Dôme. Et vous avez une question qu'on appelle la timidité des cimes, le fait que certains bouts des cimes, dans une cime, vous voyez, se décomposent, découpent en petits morceaux, chacun évitant de gêner les autres. Alors, il y a tout un tas de théories, enfin, on ne sait pas très bien comment ça marche. Et toujours est-il que c'est peut-être une partie de ce que je vous expliquais avant qui est impliquée. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'effets du vent, mais on ne sait pas bien. Voilà. J'espère que désormais, ce que j'ai partagé avec vous va changer la façon dont vous allez regarder les arbres. Vous allez laisser tomber une vieille catégorie, sans pour autant vous perdre dans des projections trop anthropomorphiques, mais vous allez peut-être mieux comprendre comment regarder les arbres arboreusement, d'après cette chorégraphe, là, qui est une chorégraphie brésilienne, et que je trouve intéressante. Et quand vous regarderez l'arbre la prochaine fois, celui dont vous vous souvenez, eh bien peut-être que vous le verrez différemment. Même si nos systèmes perceptifs ne sont pas faits pour ça, vous essayerez d'imaginer les mouvements qu'il a. Et on peut arriver à les percevoir quand même. Par exemple, sur le tronc, il y a des endroits où on voit qu'il est en train de tirer parce qu'il fait une surcroissance de l'arbre. Donc quand on a un peu l'œil, on est en capacité de décoder les mouvements qui sont les siens. Voilà, j'en ai fini. Et c'est mon heure, hein, c'est ça que voilà. Vous voyez, les scientifiques, on est obsédés par tenir le temps, hein, les communications, tout ça. Et donc je l'ai fait, et j'espère que ça vous a intéressé, et le dialogue est ouvert. Malgré tout, est-ce qu'en étant près de l'arbre à le regarder, à l'observer, on n'a pas juste un petit peu nourri avec le dioxyde de carbone qu'on a émis? Oui, alors ça c'est vrai, bien sûr. D'ailleurs, on est en train de nourrir ces plantes-là. Tous ensemble, elles n'ont pas beaucoup de lumière, là, pour l'utiliser. Elles ont besoin de lumière aussi pour utiliser le CO2. Malheureusement, actuellement, collectivement, on est en train de les nourrir trop. Hein, donc c'est plutôt ça l'inquiétude. Mais si on repart sur ta question en lien avec la perception et la sensibilité, qui était ça que je voulais partager avec vous, la sensibilité des plantes, on ne sait pas bien, on sait que les plantes sont capables de détecter le CO2. Je ne sais pas si elles sont capables de le détecter indépendamment de la photosynthèse qui change. Parce que si elles changent juste la photosynthèse, ce n'est pas un vrai sens, c'est juste la physiologie qui change. Et donc, on ne sait pas actuellement très bien. Tu sais, toi, Francis, s'il y a des trucs comme ça? Non, moi, je ne sais pas. Je n'ai jamais lu, mais je ne pense pas que ça a été très étudié. Donc, si ça se trouve, elles sont capables de sentir ce qu'on n'est pas capable, nous. Vous savez qu'après le Covid, on avait mis des capteurs de CO2 dans les salles, et à chaque fois, on s'apercevait qu'on a des taux de CO2 pas possibles, etc. Voilà. Et ben, nous, on ne sent pas trop bien ça, mais elles sentent peut-être, j'en sais rien. C'est une vraie question, je n'avais jamais pensé d'ailleurs. Merci. Bon, moi, j'avais une question qui est peut-être une des projections pour lesquelles vous avez dit attention de ne pas trop projeter. Parce que, par exemple, je n'ai pas eu le temps de parler de certains artistes, dont il y en a peut-être un que vous avez vu qui est un tableau vert, comme ça, avec comme une cascade blanche. Cet artiste est une peintre qui fait des tableaux de nature magnifiques, et elle est dans ce point contradictoire à ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'elle, la mort de la nature, elle le pressent, elle le sent,
et elle peint autre chose. Et elle fait en même temps, elle peint comme une réaction contraire, comme les gens qui se battent pour l'écologie. Et elle fait aussi des performances et des vidéos. Et moi, je n'y connais pas grand-chose sur la nature. Là, j'ai appris des tas de choses très intéressantes, mais elle fait partie de ces personnes qui pensent qu'en réponse à la mort de l'arbre, il faut non seulement lui donner, alors ce que j'ai essayé d'expliquer, un fait culturel, la peinture, mais aussi un fait de comportement. Alors, elle pense que avoir des elle habite près d'une forêt, et donc de prendre l'arbre dans ses bras, de sentir, je sais pas, une vibration. Alors, si on oublie, moi, ce que j'ai développé sur le caractère culturel et mental, ça veut dire que c'est physique, quoi. Ça veut dire, et ce que vous venez de nous expliquer laisse à penser que c'est peut-être bien possible, puisque si on tire les conséquences de ce que vous avez dit. Et alors, c'est très fort dans ses actions, dans ses performances qu'elle filme en vidéo. Puis parfois, elle va encore un peu plus loin et on oublie un peu l'arbre. Mais vous savez que cet extraordinaire personnage Tesla, qui s'est fait tout voler par Edison, pensait que, à voir si c'est vrai ou faux, s'il n'y avait pas eu toute cette manière de faire, ces brevets, etc., l'énergie de la terre, de la végétation, de la terre en soi, avec ses autres composants, aurait permis de trouver des sources de l'électricité qui auraient été autrement maîtrisé. Et bon, entre autres, sa grande utopie, c'est que nous aurions ici, avec la végétation, les arbres, la terre, de quoi fournir de l'électricité autrement que ce que nous avons fait à partir de l'eau motrice, enfin bon, etc., etc. Est-ce que c'est les rêves d'une artiste, ça, avec d'autres, ou bien est-ce que, oui, vous avez le sentiment que cette sensibilité que vous avez décrite est bien là et qu'on peut entretenir quelque chose qui n'est pas une fantasmagorie, quoi. Alors, effectivement, alors, je ne connaissais pas cet artiste, je suis très intéressé pour voir son œuvre, hein, vous me direz. Mais c'est une pratique maintenant très courante vous savez, les gens qui vont... Vous avez entendu parler du Shirin-yoku et tout ça, dans brasser les arbres, tout ça. Alors, est-ce que l'arbre le sent ? Et comment l'interprète-t-il ? Alors, c'est possible qu'il le sente. Faut quand même appuyer un peu fort, mais parce que c'est à l'endroit où il y a l'écorce assez grosse. Donc voilà, mais c'est possible. Voilà, je peux pas exclure. Et j'ai pas parlé, mais il y a aussi des capteurs de température, par exemple. Les arbres sentent la température. D'un autre côté, bon, il y a plein de choses qui peuvent le chauffer, comme le soleil, par exemple, sur le tronc. Donc c'est pas exclu. On n'a pas de preuves. On n'a jamais vraiment très bien étudié ça non plus. À présent, ce que j'essayais de montrer, alors, mais ça, c'est ouvert à discussion. Autant le reste, ça a été objectivé, si on veut dire. En tout cas, on a essayé de démontrer les choses à la fois par l'expérience et par la mathématisation. Autant là, c'est plus une impression personnelle. C'est que moi, j'ai l'impression que dans leur histoire évolutive, on n'a pas été très important pour les arbres pendant très longtemps. Et donc, du coup, je ne pense pas qu'ils aient développé beaucoup pour échanger avec les humains. Pour nous, c'est crucial, les arbres. C'est-à-dire, sans les arbres, on est foutus. D'accord ? Mais par contre, je pense que pour l'instant, c'est pour ça que je prenais cette image des dieux d'Épicure, je pense que pour l'instant, ils sont plutôt indifférents. Voilà. Alors, ça, c'est le premier niveau. Le deuxième, indifférent, parce qu'ils n'ont pas eu besoin, il n'y a pas eu de sélection qui leur a fait qu'il faille réagir comme on réagit à la chenille, par exemple. Voilà. L'étape du dessus, c'est la question des émotions. Moi, je n'ai pas parlé d'émotions, parce qu'avec le mot sensibilité, dans notre vocabulaire, en tout cas en français, on est toujours un peu perdu. On ne sait pas très bien si on parle de sensibilité au sens « oui, j'ai senti », genre j'ai pris un truc pour les dents, je suis devenu insensible, je ne sens plus rien, voilà. Ou si on parle de sensibilité au sens artiste. Par exemple, dans l'art, on parle de sensibilité, ressentir quelque chose par une émotion. Donc la question de savoir si les arbres ont des émotions, on est d'accord que les animaux ont des émotions. Vous êtes d'accord avec ça ? Beaucoup d'animaux ont des émotions, donc ce n'est pas spécifique de l'être humain. Mais par contre, la question de savoir si les arbres peuvent avoir des émotions n'est pas traitée actuellement.
Ce serait intéressant de se poser la question. J'aurais tendance à dire que non, mais en fait, j'en sais vraiment rien. Voilà, donc c'est peut-être un a priori. Donc du coup, est-ce qu'on pourrait ressentir les émotions ou partager les émotions? J'ai peur que, une chose que j'ai peut-être pas assez, sur laquelle je n'ai pas insisté, c'est que, vous voyez, l'arbre, il est à la fois proche. Il y a des choses qu'on peut comprendre, comme le fait d'être érigé. Nous, on se tient debout et l'arbre aussi. C'est pour ça qu'on a une proximité avec lui. Il est juste plus grand que nous. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il est extrêmement différent. Et donc cette altérité très grande des arbres par rapport à nous, donc le fait que la vie d'un arbre, c'est pas du tout la même vie que nous, fait que probablement c'est pas si facile d'arriver à ressentir la même chose. Il faut une construction pour le coup. C'est pour ça que l'arbre peut nous aider, je pense. C'est pour ça que l'arbre peut être médiateur. Que peut-être que le côté immédiatement physique d'avoir alors peut-être qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord là-dessus, mais immédiatement physique, j'y crois moins. Par contre, vous voyez que la dame qui essaye de prendre la posture de l'arbre, voilà, pas simplement le yoga, mais qui est trop disons, toujours la même chose, là, les arbres, ça, c'est plus mouvant que ça, et bien, peut-être qu'il y a quelque chose là qui peut nous permettre de... On avait fait avec une artiste au laboratoire qui a fait une résidence, et on avait essayé de planter... donc, parce que nous, quand on va faire des mouvements, je n'ai pas fait trop parce que je vais rester dans le cadre, je l'ai fait, hein, je suis resté dans le cadre tout le temps, mais si je veux essayer de faire le mouvement d'un arbre, donc on avait mis des arbres qui se redressaient, et la personne qui venait dans l'installation devait faire la même chose. Et alors évidemment, on a un problème, c'est que nous, on n'est pas très stable sur nos... On n'est pas ancré, hein, on n'a pas de racines. Et donc on avait fait un espèce de truc qui était plus joli que des chaussures de ski, mais ça revient à peu près à des chaussures de ski, dans lequel vous pouviez être tenu. Et ensuite on demandait, donc il y a eu des danseurs et puis des personnes, d'essayer de faire le même mouvement que l'arbre avait fait avant. Et donc de réaliser, de sentir en fait tous les contrôles qu'il faut faire. Bon, on avait quand même une colonne vertébrale, c'est assez articulé, c'est moins bien fait qu'un arbre, mais c'est pas mal quand même. Et donc vous pouvez arriver, alors évidemment c'est avec des muscles, pas avec du bois, mais vous pouvez arriver à faire des mouvements et à essayer de ressentir tout le contrôle permanent qui ressemble à celui du danseur, hein, qu'il y a dans un arbre. Donc là, peut-être qu'effectivement, en trouvant des angles qui sont sur les choses sur lesquelles on se ressemble, sur lesquelles on est analogue, on peut arriver à avoir des perceptions communes. En tout cas, peut-être l'air peut nous aider à ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'aimerais. La perception par rapport au mouvement de l'arbre, quand on dit pour le danseur ou pour la personne qui fait des mouvements, même en yoga, on parle que c'est notre centre qui nous tient. Mmh. Et en ça, notre centre, il est externe au ciel et à la terre, et on se tient par rapport au centre. Et en fait, à partir du moment où on a un centre bien tenu, on fait ce qu'on veut un peu avec le bas, et on fait ce qu'on veut un peu avec le haut. Et à partir de là, on peut se moduler comme fait l'arbre. Alors oui, c'est vrai que la question du centre du mouvement, qui est vraiment ça, comment centrer par rapport à pouvoir avoir un mouvement libre, en fait, une fois qu'on a identifié son centre, c'est un problème biomécanique intéressant, voilà, et qu'on n'a pas... Alors c'est vrai que les arbres, ils sont ancrés. Donc forcément, ils ont un centre qui est un peu bas dans le sol, en fait. Mais en fait, il y a des endroits où elles ne sont pas si bien ancrées que ça, où ça bouge un peu, vous avez vu dans les pentes de montagne, etc. Donc comprendre comment l'arbre fait la même chose que ce que vous décrivez, c'est une question intéressante, je trouve. On ne sait pas encore, mais c'est intéressant. Vous avez beaucoup dit la plante perçoit, l'arbre perçoit. Et c'est quoi l'individu plante qui perçoit ou l'individu arbre qui perçoit? Enfin, il y a des cellules dans la plante. Il y a la cellule d'un côté qui se contracte plus que de l'autre, etc. Et il y a une... Où est le centre perceptif? Dans la perception, moi j'entends bien la perception. Vous parliez de perception comme une cellule nerveuse. Ok, je touche, donc ma cellule, elle sait et elle envoie des nerfs, elle envoie des nerfs à mon cerveau, et mon cerveau dit j'ai mal. Et la plante, par contre, elle n'a pas ça. Donc, est-ce qu'on a un peu des avancées là-dessus? Est-ce qu'on sait ou est-ce que... Vous avez une question typique d'humain. Nous, on est cérébraux. Et donc, voilà. Et quand vous dites « Ah ben oui, c'est là ». Et donc, du coup, on se dit « C'est pas possible de faire des traitements d'information, de la combinaison, du contrôle de mouvement, des perceptions, sans avoir un cerveau ». Alors c'est quelque chose qui a travaillé les botanistes depuis longtemps. Darwin, par exemple, qui était quand même quelqu'un de respectable, il pensait que les cerveaux étaient au bout des racines. Bon, alors il se trompait complètement, évidemment. Mais donc il pensait il cherchait, tout le monde cherchait le cerveau. Et donc
nous, par exemple, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu besoin de cerveau. C'est-à-dire dans ce qu'on a fait pour comprendre, dans la manière dont, par exemple, on a compris le contrôle du mouvement, là, que je vous ai présenté, hein, comment la plante contrôlait ce mouvement si joli qu'elle faisait pour se réorienter, il n'y a pas de cerveau, c'est-à-dire il n'y a pas de centre. C'est délocalisé partout. Les cellules échangent des informations, elles échangent des informations de diverses manières, hein. Elles échangent des informations électriques, exactement comme dans nos nerfs, hein. Elles échangent d'autres informations, des informations humorales, enfin des hormones, elles échangent des informations aussi par des ondes de pression. Et donc tout ça fait qu'elles vont avoir des coordinations. Par exemple, pour pouvoir se courber, il faut quand même des centaines de milliers de cellules qui fassent la même chose, hein. Donc elles vont se coordonner, mais il n'y a pas un centre décisionnaire unique. Et c'est ça qui a intéressé les philosophes aussi sur le végétal. Vous pensez à, je sais pas, Guattari, Deleuze, etc. C'est justement, on n'est pas dans sa centralisation. Donc on n'a pas d'évidence, enfin c'est sûr même, je pense qu'on peut dire qu'il n'y a pas un cerveau centralisé dans des plantes. Et il y a des gens qui prétendent... Alors, et là, pour tout ce que je vous ai montré, on n'a même pas besoin d'imaginer qu'il y ait quelque chose comme un cerveau, même dilué, qui refasse une image complète. Voilà. Ce n'est pas nécessaire. On en arrive très bien à expliquer sans ça. À présent, il y a des gens qui pensent, quand même, dans la communauté scientifique, même s'ils ne sont pas majoritaires, qu'il peut y avoir une forme de création de représentation, on pourrait dire, et que dans ces cas-là, ça pourrait être l'ensemble de la plante qui est le cerveau, en fait. Parce qu'un cerveau, quand on regarde bien, on dit bah oui, c'est le centre, mais si on rentre dans le cerveau, c'est plus le centre. C'est un monde. Et donc avec des tas de cellules dans tous les sens, qui changent, etc. Donc la question pourrait être celle-ci. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles sont capables de percevoir beaucoup d'informations, donc elles ont des sens, elles les coordonnent, et elles coordonnent ces sensations. Donc elles vont pas faire, c'est pas juste, c'est pas behavioriste quoi, c'est pas juste, c'est pas des réflexes. C'est pas j'ai vu, donc tac, je fais ça. Non, je vais coordonner, je vais combiner, et je vais arriver à des réponses beaucoup plus subtiles. Vous verrez demain avec les échanges avec les champignons, il y a beaucoup d'échanges. Donc c'est pas juste un truc, une réponse. Et donc voilà, on en est là sur cette chose-là. Il y a la capacité pour les plantes, par exemple, de s'habituer. Nous, on a montré ça. Donc elles vont s'habituer à des stimuli plus forts. Avec le vent, par exemple, elles vont petit à petit s'habituer au vent et donc moins réagir. Et donc on sent bien qu'il y a une élaboration d'informations. Il y a la capacité de comparer des signaux, par exemple. Nous, on a montré qu'elles étaient capables de mémoriser aussi des signaux pendant plusieurs mois. Elles sont capables de faire des différences entre deux signaux. Par exemple, quand elles bougent comme ça, elles sont capables de faire la différence entre là où ce qu'elles ont vu de ce côté et ce qu'elles ont vu de ce côté-là. Il y a une équipe israélienne qui vient de sortir un très très beau papier là-dessus. Donc quand elles explorent le mouvement, là, voilà, elles sont en spirale, là, vous voyez, eh bien, elles peuvent regarder, faire la différence de ce qu'elles voient de ce côté, de ce qu'elles voient de celui-là, et donc faire une décision. Il y a même des gens qui travaillent sur les mécanismes de décision, donc des choix entre plusieurs options, sans cerveau. Mais je voudrais quand même dire que ce n'est pas tout à fait spécifique aux plantes non plus. C'est-à-dire que... Ouais, voilà. Exactement. Les mouvements collectifs, c'est ça. Même les cellules, hein, des cellules isolées, là, des bactéries, etc., ça fait plein de choses. Ça, c'est capable de compter, comme si on est suffisamment nombreux dans la salle en tant que bactérie pour que cet exposé soit vivant, etc. Donc il y a énormément de traitements d'informations qui est un peu dans tout le vivant. Donc si c'est ça qu'on pense comme intelligent, ben oui, on peut dire que dans tout le vivant, il y a de l'intelligence. Mais ce n'est pas la même que la nôtre. Et d'ailleurs, ce ne serait pas très intelligent pour une plante qui n'est si différente de nous de résoudre des problèmes d'hommes. Hein. Ce n'est pas son problème, en fait. Le problème des plantes, c'est de résoudre des problèmes de plantes, hein, et des problèmes d'arbres. Je voulais revenir sur la gestion des émotions. Oui. Je ne sais pas, parce que moi, il me semble évident qu'il y ait une relation d'ordre émotionnel, on va dire. Vous, avec vos plantes, nous, mais moi, je ne saurais... mais enfin, c'est ma perception, en tout cas. Mais moi aussi, hein, j'aime beaucoup les plantes. Mais quand on dit avoir la main verte, etc., enfin, je veux dire, j'imagine que ça doit aussi pouvoir se mesurer. Alors, je ne sais pas trop comment, mais il ne suffit pas, entre guillemets, de mettre au même endroit. Enfin, oui, c'est ça, ça me paraît une évidence, mais voilà. Alors, donc... C'est-à-dire que nous ayons des émotions avec les plantes, nous n'en discutons pas, on est tout à fait d'accord. Moi, par exemple, j'aime les plantes. Non, mais la plante, elle se sent mieux si, comment dire, si... Oui, justement, je parle bien de l'inverse. Je parle bien de l'inverse. Donc, vous pensez que si vous l'aimez, bien sûr, elle se sent mieux. Voilà. Bah, oui. Donc,
Alors, c'est intéressant le point, parce que ça montre vraiment, là pour le coup, comment on peut faire en science. Vous voyez, moi, j'en sais rien, en fait, pour être franc, mais je pense que plutôt non. Donc, on n'est pas d'accord, en fait. Vous voyez, on n'est pas tout à fait d'accord, mais on s'entend bien, hein, voilà. Et donc, la science, c'est en fait une manière de se mettre d'accord tous les deux sur qu'est-ce qu'on va faire pour se mettre d'accord quand on n'est pas d'accord. Vous êtes d'accord avec ça? OK. Et donc, du coup, ce qu'il faudrait faire, c'est de dire comment on pourrait voir si, du point de vue de la plante, il se passe quelque chose. Voilà. C'est pas compliqué, je pense. Alors, c'est pas compliqué. Alors, vous êtes la bienvenue à mon laboratoire. Moi, vous êtes tout à fait bienvenue. Pas de souci. Et alors, vous proposez pas quoi? Pas tout de suite, mais... Oui. Eh ben, de donner... on a deux... alors, je sais pas, la même plante ou deux plantes identiques, mais comme c'est pas la même, c'est un peu... Oui, on peut faire des clones. Je vous donne 2 clones. Et puis, on met 2 personnes qui donnent, je sais pas, la même eau, même environnement, etc. On la nourrit pareil. Simplement, il y en a un qui s'en fout et l'autre pas. Mais je pense que ça va assez vite, honnêtement. Hein. Voilà. Mais par contre, vous êtes d'accord qu'il faut qu'ils fassent la même chose? Ah bah oui. Voilà. Ce qui n'est pas le cas dans le vécu absolu. C'est-à-dire que les gens qui ont la main verte et qui aiment les plantes, ils font plus attention aux plantes. Oui, mais ils s'en occupent plus souvent. Et non. Enfin, moi, je pars du principe que donc on fait la même chose. Oui, mais ça serait l'expérience. On est d'accord avec l'expérience. Voilà, c'est ça. Donc moi, je n'ai pas d'avis. C'est-à-dire, je penserais plutôt que non, mais je n'en sais rien. Voilà, Et donc, je vous propose qu'on reviendra. Il faut faire l'expérience et on verra ce que ça donne. Je ne sais pas combien de temps elle peut durer, cette expérience. Voilà, c'est ça. En fait, c'est comme ça qu'est arrivée la question de la perception par les plantes des sons. C'est-à-dire que des gens ont dit, qui sont un peu à la frontière entre la science et pas la science, on va dire, et qui ont dit, oui, moi je parle à mes plantes et ça fait quelque chose, ça leur fait quelque chose. Ou ils ont dit, et ça, vous trouvez ça sur Internet, ça a été, j'ai mis, alors ce qui est marrant, c'est que c'est très culturel par contre, donc à un moment donné, vous allez dire, ouais, j'ai mis du rock comme les enfants, c'était dans les années 60, qui écoutaient, et puis j'ai mis du Bach, et évidemment la plante qui était avec Bach a adoré comme moi, et par contre, l'horrible musique de mes enfants ne pas supporter. Alors si vous changez d'époque, c'est plus les mêmes, c'est-à-dire que le rock ça devient ok, mais par contre c'est le rap qui est nul et qui est pas bon pour les plantes. Bon, et donc du coup, c'est pas, je pense qu'on peut pas dire actuellement vraiment, parce qu'il y a un préalable, c'est de savoir si elles sont capables de percevoir les sons. Vous voyez, pour pouvoir vous entendre et être sensible à votre voix, il faut encore que je perçoive les sons. Donc on en est là en fait. On en est là, on montre maintenant qu'elles perçoivent vraiment les sons. Donc maintenant, aller plus loin, et la musique, c'est beaucoup plus que les sons, vous êtes d'accord? Et donc, arriver à mettre en évidence des effets éventuels de la musique et de la voix humaine, on n'en est pas là. On pourra peut-être le faire. Mais en tant que biologiste, souvent, j'ai une question qui revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est est-ce que pour les plantes, c'était si important que ça, au cours de leur évolution, de percevoir la voix humaine ou la musique de Bach, que j'aime beaucoup. Hein. Et donc, en tant si un biologiste évolutif, il va se dire peut-être pas. Mais j'en sais rien. Donc, pour l'instant, la réalité, c'est, si je suis honnête, c'est on sait que les plantes perçoivent des sons. On a identifié des sons dans la nature. Par exemple, elles vont entendre les sources avec de l'eau qui coule. Elles vont entendre donc les bruits des chenilles. Elles vont entendre. Vous voyez, ça fait sens tout de suite. Vous voyez très bien pourquoi c'est important pour une plante. Et pourquoi, au cours de l'évolution, ça a été important pour une plante. Le reste, j'en sais rien. Il faudra essayer. Même, peut-être, on pourra faire une autre expérience ensemble aussi sur la voix et sur le son. Mais pour l'instant, pas d'évidence. Toutes les plantes n'opposent pas droit. Quel a été l'avantage évolutif qui font que la majorité ont acquis ce sens pousser droit. Oui. Alors, c'est une très bonne question, ça. Un des problèmes que rencontrent les plantes dans les situations... À partir du moment où elles ont colonisé la Terre, en fait, vous voyez, les plantes, elles ont commencé dans l'eau, hein, et elles ont colonisé la terre ferme. Au début, c'était des espèces de trucs ramollos qui traînaient par terre. Hein. C'est normal, parce que dans l'eau, elles étaient portées par l'eau. Elles flottaient. Mais dans l'air, on ne flotte pas. Et donc, on est obligé de transformer ça en... Enfin, il faut trouver une solution si on veut s'élever. On ne peut pas flotter. Voilà. Et donc, la solution, ça a été de faire une tige plus rigide qui permet de s'élever. Alors, quel est l'avantage de s'élever? C'est que si vous êtes
vous avez couvert le sol de plantes, mais il n'y a plus un endroit de libre. Par contre, si vous passez à l'étage du dessus, vous récupérez, c'est exactement comme dans les villes avec la construction, et donc vous récupérez un accès à la lumière, un accès à plus d'air, un accès, etc. Et donc il a fallu faire des choses irrigées. Ce qu'on n'imagine pas bien, ce qu'on n'imaginait pas bien jusqu'aux travaux de notre communauté, c'est que, en fait, on pensait que faire un truc irrigé suffisait de faire un truc rigide, c'est-à-dire, en gros, comme un piquet. C'est-à-dire qu'on disait, la plante, elle a fait un piquet, ça s'appelle la tige. Bon, il faut qu'il y ait aussi de l'eau qui passe, donc on a fait un piquet pour eux, et c'est bon. Mais en fait, c'est pas vrai, parce que ça pousse une plante. Et donc, quand je vous ai expliqué que la plante, elle rajoute des couches, et ça c'est très important, parce qu'elle va changer sa taille, eh bien, si vous êtes déjà courbé et que vous rajoutez une couche sur quelque chose qui est courbé, vous la moulez, et là, vous stabilisez la courbure. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis une plante, je suis courbé, et puis je suis le tronc de la plante, et je rajoute une couche maintenant, comme du plâtre, imaginez. Eh bien, le plâtre, il va mouler, et il va me tenir dans cette position-là. C'est pour ça qu'on fait des plâtres sur les... Et donc, en fait, ça démontre que dès qu'une plante, telle qu'elle pousse, est courbée, si elle n'est pas capable de rectifier par elle-même, la courbure va s'accentuer. Et donc, si je suis un peu courbé, en plus, je prends plus le poids parce que j'ai plus de bras de levier, et donc je finis, et on peut le montrer, on l'a démontré ça. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cette sens-là, et cette capacité motrice et de sensation aussi, de perception, toutes les plantes seront en pente à la fin. Elles finissent toutes par redescendre. Voilà. Alors, il y en a qui font ça, qui redescendent, les pleureurs et tout ça, mais la plupart non, et ça permet effectivement de coloniser l'espace en 3D. Et donc, vous avez beaucoup plus d'espace que juste couvrir le sol, quoi. Et donc, je pense que c'est ça. Voilà. Je sais pas, vous aviez dit une dernière, c'est vous qui dites. Hein. Vous avez parlé d'un problème de coordination à l'échelle cellulaire. Oui. Et la différence entre les coordinations qu'il peut y avoir sur les organismes avec un centre, un cerveau, et la coordination dans le système des arbres, où il n'y aurait a priori pas de centre. Ouais. Et est-ce qu'à l'échelle moléculaire ou des essais sur les échanges entre les cellules qu'on peut connaître, est-ce qu'on a l'impression qu'il y a plus d'échanges qui permettraient de se coordonner sans nécessairement avoir un centre dans les arbres que dans les organismes qui ont un centre, où il y aurait moins besoin de coordination, la coordination serait provoquée par quelque chose d'autre. D'accord, je comprends. C'est-à-dire, votre idée, c'est dans le système hiérarchique. C'est le centre qui reçoit toutes les informations et puis il redonne dans l'autre sens et puis tout le monde fait ce qu'il peut dire. Est-ce qu'on peut mesurer, je dirais, quand on étudie les échanges moléculaires entre les cellules qui permettent d'arriver à cette coordination, est-ce qu'on peut mesurer qu'il n'y aurait plus du coup, pas besoin de centre ? J'ai compris. Si les choses sont suffisamment coordonnées par elles-mêmes, sans nécessairement avoir besoin c'est une belle de passer idée. par un centre. Voilà. Juste pour préciser, il y a quand même des centres de coordination, c'est-à-dire qu'à la fois dans la partie aérienne et dans la partie racinaire, il y a des méristèmes, c'est-à-dire des zones qui vont émettre des humeurs, des hormones, des gradients qui vont finalement agir un peu comme notre cerveau, c'est-à-dire permettre une coordination, une mesure et une coordination du phénomène de croissance, par exemple. Alors, c'est vrai, alors, là c'est le débat, on est d'accord ? Donc j'ai réagi. C'est vrai, mais la différence avec nous, c'est que les méristèmes se multiplient. Et donc, c'est comme si vos cerveaux se multipliaient, et donc finalement, il n'y en a plus de centre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que les méristèmes, les zones de croissance, il y en a deux. Il y a les méristèmes primaires, là, qui sont soit au bout des tiges, soit au bout des racines. Donc, c'est les endroits où il y a les cellules souches. Si vous ne connaissez pas le mot méristème, qui est du grec jargonon, c'est les cellules souches qui sont au bout des plantes qui permettent la croissance. Donc, il y en a à l'apex, il y en a en bas des racines, et il y en a aussi tout le long du tronc. C'est ça qui permet de faire les couches successives. Voilà. Et donc, c'est effectivement des centres d'intégration très, très forts, parce que c'est eux qui vont répondre. Tout ce que je vous ai montré était lié à la croissance. Donc, il y a un endroit où les signaux vont converger, c'est pour contrôler l'activité de ces méristèmes, et en retour, comme le dit très bien Francis, eux vont envoyer énormément de messages, donc par exemple des messages hormonaux, il y a une hormone qui s'appelle l'auxine en particulier, mais il n'y en a pas qu'elle, donc qui est envoyée par les petits méristèmes, des petites feuilles toutes petites dans les bourgeons, et qui vont aussi participer de cette communication. Mais là où je pense, je diverge un peu de toi, c'est que en fait, on pense souvent à une plante très simple avec un méristème caulinaire et une racine. Oui, ça c'est la germination. Mais quand vous prenez un arbre, vous avez des milliers et des milliers de méristèmes, dans le système racinaire aussi.
Et donc, ils commencent à échanger. Et donc, c'est plus chacun... C'est un centre local, si on veut dire. Mais en fait, c'est au milieu d'un réseau complexe. Et donc, du coup, on a échappé encore à la centralisation. Et pour répondre à votre question, maintenant, j'en sais trop rien, en fait. J'aurais tendance à penser quand même qu'on a un peu tendance à croire que le cerveau, c'est le centre, et donc c'est unique, mais le cerveau est encore une myriade de cellules, et donc il y a énormément d'échanges. D'ailleurs, il y en a plein qu'on est surpris de découvrir maintenant, hein, au-delà des influx. Et donc, du coup... Je ne sais pas trop, en fait. Je sais pas trop. Mais théoriquement, en fait, philosophiquement, c'est une question intéressante, en tout cas.